bienvenue à tous dans cette semaine des métiers des agricultures organisée en Centre Val-de-Loire. Vous allez suivre donc un webinaire sur gérer les relations humaines dans les entreprises agricoles. On a prévu d'échanger avec vous jusqu'à midi. Ça dépendra des questions. Voilà. Je vais tout de suite passer la parole à Marine Caquer, des jeunes agriculteurs du Loiret, pour qu'elle vous fasse cette introduction. Merci Agathe. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie tous. On vous remercie d'être présents pour ce webinaire qui est, donc, comme le disait Agathe, organisé par la Chambre d'agriculture du Loiret et financé avec il y a une participation financière de la part de l'État. Je tenais à le préciser. Donc, moi, je suis Marine Caquer. Je suis jeune agricultrice depuis 2018. Installée sur la commune de Chevry-sous-le-Bignon, près de Ferrières-en-Gâtinais, en polyculture et élevage bovin allaitant. Et je suis en charge d'ouvrir ce webinaire. Ça m'a été délégué par le président de la Chambre d'agriculture du 45. Le thème de l'installation est un thème prédominant pour la Chambre d'agriculture du 45, parce qu'il faut savoir que donc, pour la région centre, il y a donc 20 000 agriculteurs. Et sur ces 20 000 agriculteurs, il y a 12 500 agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Donc, c'est-à-dire que d'ici une dizaine d'années, il faudra installer plus de 10 000 jeunes sur les exploitations agricoles. Concernant le Loiret, donc là, c'est 38% des agriculteurs qui arrivent à l'âge de la retraite, donc 62 ans, à l'âge légal de la retraite, précise, parce que l'âge de la retraite pour un agriculteur, en général, c'est pas le légal. Donc 38% des agriculteurs arrivent à l'âge légal de la retraite d'ici 5 ans. Donc l'installation est un thème qui est essentiel pour les années à venir. Et c'est pour ça que la Chambre d'agriculture met un point d'honneur à mettre en place à promouvoir l'installation et les métiers de l'agriculture, par notamment justement ces webinaires, cette semaine des métiers de l'agriculture, pour vous présenter notre beau métier. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà. On va commencer du coup tout de suite, si ça vous va. Merci Marine. Effectivement, donc c'est une action qui est organisée en partenariat avec les différents établissements d'enseignement agricole du département, qui est aussi ouvert à toute personne qui souhaitait y participer. La présentation, elle va se tourner autour de 3 grandes parties. Une première partie qui va concerner la vivabilité du métier, comment concilier vie privée et vie professionnelle. Deuxième partie sur travailler à plusieurs, comment faire. Et puis une troisième partie sur la communication, comment créer les bases d'une communication efficiente et durable. Après chaque partie, j'ai la chance d'avoir 2 personnes à mes côtés, qui sont donc Marine et Ludovic Géry, qui se présentera tout à l'heure et qui vont donc témoigner de leur expérience. Et merci donc d'avance pour le temps que vous avez accepté de nous donner. Alors, en guise d'introduction, quand je parle des relations humaines dans les entreprises, j'ai usage d'utiliser un peu une métaphore, la métaphore du trépied. En fait, je dis souvent que l'exploitation doit être vue comme un trépied au service d'une production d'aliments, de matières premières, de services également, ou d'informations. Alors, ce trépied, je vais essayer de vous l'expliquer aussi autrement que par cette photo. Si mon animation peut bien marcher, pardon. Voilà. Alors, on va aussi la représenter sous forme d'une petite caméra. Donc, vous voyez bien la notion de trépied. Cette caméra, elle est dans les mains du chef d'entreprise qui va décider de tourner son objectif où il souhaite dans son environnement, de se projeter plus ou moins selon la caméra dont il dispose et ce qu'il a envie. C'est ce qu'on va appeler un petit peu la vision du chef d'entreprise.
Et cette caméra, elle va reposer donc sur un sol avec un passé, une histoire, et sur 3 pieds. Le premier pied qui est un domaine que vous connaissez souvent très bien, le domaine technique. Le deuxième pied qui est un domaine économique. Et le troisième, vous l'avez deviné, c'est pour ça qu'on est là, le domaine humain. Ce domaine humain, il fait partie du trépied. Il permet la stabilité de l'entreprise. Donc très vite, il est tout aussi important que les autres domaines. Il est autant soumis aux facteurs internes et externes et il est lié aux autres domaines, bien entendu aussi. On s'aperçoit souvent que quand on a un problème dans le domaine humain, on observe aussi des problèmes techniques et des problèmes économiques. Alors, c'est aussi ce qu'on va appeler, en fait, souvent vous entendez parler de l'approche globale, c'est-à-dire ces 3 domaines, la notion d'environnement et la notion de stratégie d'entreprise. Quand on va vous parler de l'humain, en fait, on va évoquer le fait qu'on prend en compte chaque individu. Et chaque individu, c'est son mode de fonctionnement, son passé, son histoire, l'éducation qu'il a reçue, le vécu, son cercle familial, sa vie de couple, les loisirs qu'il a ou pas, sa vie sociale, tout du moins, et l'attention, l'importance qu'il va accorder à son travail. Alors, cette plante qui peut être très complexe, qui est propre à chacun, on peut aussi la structurer à travers 3 sphères. Une sphère personnelle, où on va mettre tout ce qui concerne vos loisirs, votre vie sociale, vos mandats. Une sphère, vos mandats qui sont autres, par exemple, pour certains qui sont des élus locaux, par exemple. Une sphère professionnelle, dans laquelle on va mettre tout ce qui concerne votre entreprise, mais aussi l'extra-entreprise, si vous participez à des réunions de jeunes agriculteurs, de groupama, de coopératives, peu importe. Et puis la sphère familiale, avec votre vie de couple, vos enfants, etc. Alors, la particularité de l'agriculture, c'est pour ça que je vous ai fait ces 3 sphères qui s'imbriquent, c'est que justement, souvent, on a un croisement de ces sphères, voire un croisement des 3 sphères. Alors, ce croisement, il peut ne poser aucun souci, mais dans certains cas, on s'aperçoit qu'il y a aussi un glissement et une confusion des sphères qui peut générer certains problèmes dont on va parler après. Vous parlez de l'humain, c'est vous parler donc de sa personnalité, son fonctionnement, sa vie, mais c'est aussi prendre en compte tous les rôles et toutes les interactions qu'il va avoir. Aujourd'hui, un agriculteur a multiples casquettes. Vous devrez, pour certains, être technicien, responsable financier, manager, vous occuper de l'administratif, être mécanicien pour réparer les machines, et puis aussi avoir justement cette caméra entre les mains, être entrepreneur, négociateur, etc. Vous pourrez choisir de travailler seul, mais il y a aussi parfois des sociétés avec plusieurs associés, la présence ou pas de salariés, et dans tous les cas, des échanges à créer avec vos partenaires d'entreprise. Alors, effectivement, au final, si on prend en compte la complexité de l'individu, la confusion des sphères, la multiplicité des casquettes et le nombre important d'interactions sociales que vous aurez, vous comprenez très vite dans cette introduction l'importance des aspects humains et les enjeux qu'il y a autour. Alors, en termes d'enjeux, en voici quelques-uns. Ce n'est pas exhaustif. Le premier enjeu, bien entendu, qu'on entend souvent, c'est comment maintenir une vie privée et une vie personnelle. Un deuxième point important, c'est comment se réaliser individuellement. On parle souvent de la passion du métier, mais derrière cette passion, il y a ce besoin aussi d'épanouissement personnel, parfois même de perspectives d'évolution. Ensuite, à travers des enjeux humains, vous allez viser une performance de production technique, mais aussi créatrice de valeur ajoutée et donc économique. Enfin, donc, on va évoquer tout à l'heure l'importance de partager une stratégie commune au sein des entreprises. Et puis, pour une fois, on ne va pas vous parler de bien-être animal, mais du bien-être des agriculteurs. Et donc, l'importance aussi d'entretenir un bien-être au travail pour aussi préserver sa santé. A contrario, malheureusement, il y a des risques. On observe des situations où les problèmes humains engendrent des isolements, des conflits générationnels, de couple, souvent parfois des exploitations qui ont du mal à évoluer, un immobilisme par une difficulté à accepter et vivre les changements. Enfin, effectivement, on peut percevoir aussi des problèmes de turnover salarial, donc des problèmes à maintenir les salariés en place, des baisses de performance, et puis dans certains cas, des accidents, des maladies, voire des décès. Alors, l'objectif de ce webinaire, vous parlez des ressources humaines en 1 heure, c'était une mission très compliquée. Donc, vous comprenez bien l'objectif qu'on a choisi, c'est surtout de vous sensibiliser à l'importance des relations humaines, vous donner des clés pour réussir d'un point de vue humain,
et puis partager aussi l'expérience des 2 agriculteurs qui seront face à vous aujourd'hui. Voilà pour cette introduction. Ça va pour tout le monde? Je vous propose donc d'engager tout de suite le premier chapitre, la vivabilité. Alors, l'agriculture, c'est un métier où les heures ne sont pas comptées. On ne va pas vous le cacher. Il y a une charge de travail qui est importante par rapport peut-être à d'autres métiers. Dans certaines productions, on va parler d'une astreinte. Il va y avoir aussi un facteur de saisonnalité. Si effectivement il est nécessaire de préparer les mises bas, de préparer les travaux dans les champs, mais aussi les récoltes, quelles que soient les productions. Et puis il y a aussi sa part d'imprévu, hein, le tracteur qui ne démarre pas, le vélage qui ne se passe pas bien, etc. Bon, en partant de ce postulat-là, effectivement, il va falloir se dire comment faire pour justement vivre au mieux cette charge de travail. Alors, un point fondamental, c'est qu'en fait, quand on parle de travail avec les uns et les autres, la perception que vous avez de la charge de travail, elle est propre à chacun. Quand on discute avec un éleveur ou avec un céréalier, hein, sans jugement aucun, on s'aperçoit bien que la notion de surcharge de travail n'est pas la même. Quand on va parler avec un chef d'entreprise qui va devoir manager une équipe de 5 ou plus de personnes, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui va travailler en individuel. Donc déjà, on va s'apercevoir qu'il va falloir aussi être d'accord quand on va discuter de travail tous ensemble. La deuxième chose, c'est que la relation au travail, pour chacun, est différente. Certains vont avoir ce besoin d'être présents sur leur exploitation, de travailler, d'être là le matin, de finir tard, tant qu'ils n'ont pas fini l'ensemble des travaux. C'est un besoin, on va voir, qui va répondre à leurs besoins personnels. D'autres vont préférer mettre le curseur sur du domaine privé, être présent pour les enfants, etc. Donc, cet équilibre que chacun va définir, elle est propre à vous, c'est vous qui la définirez, avec votre expérience, avec les besoins qui vont évoluer au cours de votre vie. Alors, cette notion de charge de travail, on vous en parle souvent quand vous avez des projets d'installation ou n'importe quel autre projet. Construire, on pourra le voir peut-être Ludovic, un nouveau poulailler aussi. Parfois, il y a des alertes qui vous sont données par les conseillers, qu'ils soient des conseillers chambre d'agriculture ou de n'importe quel autre réseau. C'est un point très important parce que derrière, si on s'aperçoit que vous êtes déjà dans une surcharge de travail ou une notion peut-être pas adaptée du travail qui vous attend, on sait qu'il pourra y avoir des problèmes de performance derrière, des problèmes techniques, économiques, voire un épuisement qu'on constate aussi chez certains agriculteurs. Donc, c'est un point important. Hein. Quand des alertes vous sont données, prenez-les en compte, discutez-en pour trouver des solutions durables. Alors justement, des solutions, comment réussir à concilier vie privée et vie professionnelle. Alors, il y a quelques outils. La première chose qu'on peut vous conseiller, c'est de réussir à dissocier, si possible, les sphères dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, c'est-à-dire pour certains, de se dire, eh bien, quand je rentre chez moi, quand j'enlève ma cote, je ne suis plus agriculteur, j'arrive à être disponible pour mon couple, pour mes enfants, pour mes amis, etc. Dans le temps aussi, c'est de se dire, eh bien, moi, j'ai un besoin de partir aller courir ou quoi que ce soit, ou faire mon activité de loisir à 17h, j'accepte de ne pas être dans ces cas-là agriculteur. Et donc, dissocier pour vous, de dissocier ces différentes sphères. Ce n'est pas toujours facile, mais on a aussi des accompagnements qui peuvent exister. L'autre chose, c'est d'accepter vos limites et celles des autres. Vous ne pourrez pas être partout. Être partout, c'est être nulle part. Et donc, vous allez devoir faire des choix et d'essayer d'aller chercher des outils pour être le plus efficient possible. Alors, pour faire ces choix, c'est déjà de rester à l'écoute de vos besoins. Est-ce que j'ai le besoin de travailler? Est-ce que j'ai le besoin de me reposer? Est-ce que j'ai le besoin de passer du temps avec mes enfants? Et aussi, quels sont les besoins des gens qui m'entourent? Quel est le besoin de mon salarié? Quel est le besoin de mon associé? Quel est le besoin de ma famille, par exemple? Autre point fondamental, gérer votre temps et les priorités. Toutes les tâches n'ont pas la même importance, ni la même incidence si elles ne sont pas faites. Il est donc important à un moment donné, en cas de surcharge du travail ou lors de vos installations, de définir l'ensemble des tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, de les hiérarchiser et de voir comment vous pouvez anticiper certaines et planifier. Attention, j'ai parlé d'imprévu tout à l'heure, il sera quand même nécessaire de laisser une petite place à l'imprévu. Dernier point fondamental, s'appuyer sur d'autres moyens humains
mais aussi d'autres outils qui existent, hein, des moyens humains internes ou externes à votre entreprise, apprendre à déléguer, à mobiliser les bonnes compétences au bon endroit. Donc, à savoir, aujourd'hui, il y a des réseaux, hein, du service de remplacement, de l'entraide, du groupement d'employeurs. Il y a aussi un outil qui est mis en place pour vous aider à définir votre charge de travail, qui est une calculette temps de travail aujourd'hui. Voilà sur cette partie-là. Je vous propose donc de passer aux 2 témoignages. Et puis, j'ai vu qu'il y avait dans le chat 2 questions qui apparaissaient. Donc, je vais les regarder. En attendant de passer la parole à Marine. Marine, si tu veux bien un petit peu donc, te représenter et puis nous évoquer un petit peu sur cette partie concilier vie privée et vie professionnelle, l'expérience que tu peux en avoir. Du coup, donc, je suis toujours Marine. Je suis toujours installée en polyculture bovin allaitant à Chevry depuis 2018. Donc, je suis installée avec mon conjoint. Donc, nous sommes mariés et depuis 2 ans, depuis 2 ans, on a 2 enfants en bas âge. Donc, concilier vie de famille et vie professionnelle, là, on est en plein dedans. On est en plein dans la recherche d'organisation parce qu'en fait, à partir du moment où on a des enfants, déjà, faut passer du temps avec eux. Et faut aussi savoir que les journées raccourcissent parce que la crèche, elle ne les prend pas de 6 heures le matin à 21 heures le soir. Donc, il faut s'organiser autour de ça et on est vraiment en plein dedans parce que du coup, là, on est en train de se dire comment on va faire pour faire le boulot qu'on a à faire et avec des journées qui ont été raccourcies. Donc nous, enfin, pour notre ce que l'on fait, donc, c'est on se lève plus tôt. Là, je vous parle de ça depuis quelques semaines, voire quelques jours, hein. Donc, on se lève plus tôt. On sait à peu près maintenant à quelle heure se réveillent les enfants. On se lève plus tôt. On va bosser. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, parce qu'on préfère quand même qu'il y ait quelqu'un à la maison quand les enfants y sont. Donc, on va bosser et on revient après pour s'occuper des enfants. Et le soir, c'est pareil. En fait, le soir, du coup, on les récupère à 18 heures à la crèche. Donc, je sais que ma journée se termine vers 17 heures. À 17h30, il ne faut pas que je reprenne quelque chose, que je me relance dans quelque chose parce que il faut que je parte chercher les enfants à la crèche, quoi. Donc, au niveau de ça, c'est une organisation, ça se fait. Nous, on n'est pas comment expliquer, on n'est pas des acharnés du travail. On sait différencier, on sait où on trouve qu'on n'y arrive pas trop mal à différencier vie de famille et vie professionnelle. On est parti du principe que le dimanche, on en faisait le moins possible sur l'exploitation pour profiter des enfants et pour se reposer, pour voir nos amis, pour voir notre famille. Donc, on nourrit, on paille, on s'occupe des veaux et puis on rentre à la maison. C'est vraiment le minimum le dimanche. Après, les autres jours, on fonctionne comme je vous expliquais tout à l'heure. On fait aussi donc de la vente directe. Et donc la vente directe, on fait ça le week-end. Donc on fait une vente on fait une vente par mois et on fait une vente le vendredi soir donc à la ferme. Et le samedi matin, on part à 9h30 à peu près. Et en fait, on va faire nos ventes en Seine-et-Marne, donc chez mes parents et chez les parents d'Edouard, de mon mari. Et alors, nous, on a choisi d'y aller tous les deux. Il y en a qui diront que c'est une perte de temps. Des fois, je me le dis aussi, hein. Mais ça nous permet quand même de voir nos familles, finalement, de profiter de notre famille, puisque
Le samedi matin, c'est chez mes parents et le samedi après-midi, c'est chez les parents d'Edouard. Donc, ça nous permet aussi de profiter de notre famille. Ça nous permet évidemment de profiter de nos enfants parce que on est avec eux. Donc on y va à chaque fois tous les deux. Et puis en plus de ça, c'est quelque chose qu'on adore, c'est la relation avec le client. On adore répondre aux questions des clients parce qu'on veut qu'ils aient la bonne information. Et comme vous le savez, souvent les clients ils sont informés par des sources qui ne sont pas du métier et qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Et du coup, on essaye au maximum de répondre à leurs questions de façon transparente complètement, quoi. Et en fait, on aime ça tous les deux. Donc, on ne peut pas dire bah, c'est moi qui le fais plutôt que toi. Donc, on le fait tous les deux. Après, au niveau du fait d'être installé avec son conjoint, donc ça, c'était une totale évidence, en fait, depuis le début, depuis qu'on s'est mis ensemble. En fait, on a toujours dit qu'on s'installerait tous les deux en vache allaitante et qu'on ferait de la vente directe. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, ça se passe bien. En règle générale, ça se passe quand même bien. Il peut y avoir des accrochages de temps en temps. Après, On y reviendra peut-être justement sur ça, Marine. pardon. Oui, pardon. On y reviendra peut-être justement sur cette partie-là, si tu veux bien, sur la Ouais, deuxième partie, sur le travail en couple aussi. On va pas de aborder ces souci. aspects-là. Merci, Marine. Bah, Est-ce que Ludovic, tu veux réagir sur cette partie? Alors, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, Ludovic Giry, j'ai 47 ans. Je suis installé depuis 2001, contrairement à la photo du début où c'est 96, mais c'est 2001, c'est pas grave. Installé en polyculture et élevage avicole, hein, donc sur 3 poulaillers. Et je suis marié et 2 enfants. Je suis marié avec une femme qui ne travaille pas du tout dans le milieu agricole. Et c'est important de le préciser parce que par rapport à ce que je vais dire par rapport à la suite. Ce que je voulais dire, c'est que déjà, remercier la Chambre d'agriculture d'organiser ce genre de thème parce que la relation humaine est un sujet qui est très peu abordé ou très peu appréhendé par les agriculteurs ou par les salariés agricoles. Et on voit bien qu'on est confronté tous les jours à voilà, quoi, la relation humaine, c'est quelque chose de très, très important. Hormis la partie technique, économique, notre exploitation, nos exploitations tournent autour des relations humaines. Voilà. Quand je me suis installé en 2001, c'était une question qu'on n'abordait absolument pas, que ce soit au niveau des études ou au niveau dans le parcours d'installation. Et on voit bien que dans notre vie, ces relations évoluent, hein. Quand je me suis installé, je n'étais pas marié, il n'y avait pas d'enfant. Voilà, j'ai construit une vie familiale depuis donc, ces 20 dernières années. Et voilà, c'est quelque chose de très important parce que la relation humaine évolue, que ce soit la vie privée et la vie professionnelle. Ce que je voulais dire aussi en préambule, c'est que je considère qu'on ne peut pas être bien dans sa vie professionnelle si on n'est pas bien dans sa vie privée. Donc, il faut bien, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je sais par expérience, hein, ça fait 20 ans que je suis installé, je sais que j'ai connu des coups durs, des années un peu meilleures. Et dans les moments durs, l'entourage familial, l'entourage privé est extrêmement important. Pour moi, en tout cas, c'est un pilier qui fait que voilà, on évite certaines déconvenues. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un coup très dur sur l'élevage où si je n'avais pas l'appui de ma femme, l'appui de ma famille, l'appui de mes amis proches, la situation aurait pu très bien empirer. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Par rapport à la vie privée, moi je trouve extrêmement important de séparer les deux. C'est-à-dire que le soir, voilà, on coupe les ponts. Ma femme a son travail à l'extérieur, moi j'ai le mien. Au repas, on essaye de ne pas trop parler de notre boulot, justement, se consacrer aux enfants, se consacrer à la vie familiale, quoi, la vie
de l'école, etc. On parle de toute autre chose, de l'actualité, bien sûr. Voilà, que ce soit le soir ou le week-end. Le week-end, c'est important. On prend un petit déjeuner le samedi et le dimanche tous ensemble. Je vais faire les poulaillers donc tous les matins à 8 heures. Le week-end, des fois, je vais faire les poulaillers qu'à 9 heures, 9h30, voire même 10 heures. Voilà, je prends un peu plus de temps pour me consacrer à la famille. C'est quelque chose de très, très important. Et pour l'équilibre moral, mental, etc., de bien organiser sa vie professionnelle, sa vie privée. Voilà. Donc, par rapport à cet aspect-là, voilà, Agathe, j'ai peut-être oublié des choses, je ne sais pas. Non, c'était très bien, vous étiez complémentaires tous les deux. J'ai demandé à tout le monde si du coup il y avait des questions sur cette partie-là à poser à nos agriculteurs ou à moi. Est-ce que les classes, vous voulez réagir ou pas? Non? Ah si, je vois quelqu'un qui arrive. Oui, après, Bonjour. Ah, pardon. Oui, bonjour, pardon. Bonjour, excusez-moi, je suis élève à la Mouillère et j'aurais une question à poser à la madame dont j'ai oublié le nom, À excusez-moi. Marine. Voilà. En tant que femme en plus dans l'agriculture, est-ce que ça a pas été, est-ce que vous avez monté votre entreprise après avoir eu vos enfants ou est-ce que vous avez été enceinte pendant pendant que vous travailliez quoi, sur l'entreprise? Alors, j'ai été enceinte les 2 fois pendant qu'on était, enfin, on était déjà installés. Et c'est grâce au service de remplacement du 45 que l'entreprise a pu tourner aussi, parce que du coup, on a quelque chose qui est formidable euh, enfin, pour ça va bien se passer. On a quelque chose qui est formidable de la part de la MSA, c'est qu'ils payent il nous paye quand on est en congé maternité, il nous paye la totalité d'un salarié en fait, mais d'un salarié qui nous remplace. Donc c'est-à-dire il nous paye l'équivalent de, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est 7 jours sur 7 et c'est 60 heures par semaine. Ils vont jusqu'à 60 heures par semaine pour payer un salarié via le service de remplacement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a soulagés parce que autant vous dire qu'en plus, j'ai accouché le 14 juin 2021. Donc 14 juin, pour un éleveur, je vous laisse imaginer le calendrier. Donc, on avait tous les foins à faire et moi, c'était absolument pas possible de faire ça, en fait. C'était physiquement pas possible. Donc, heureusement et fort heureusement, il y avait le service de remplacement pour épauler. Et en plus, on a pu choisir les personnes qu'on voulait sur l'exploitation pour nous remplacer. Et ça a été vraiment, vraiment un plus. Et je rebondis pour dire que également pour les papas, il y a la possibilité de vous faire remplacer pour bénéficier aussi d'un temps avec vos futurs enfants. Oui, c'est ça. Qui a augmenté d'ailleurs, qui est passé de 11 à 28 jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Ludovic? Je crois que tu voulais aussi réagir et puis après on va essayer d'avancer à l'autre Ouais, partie. alors juste pour rebondir par rapport à ce que Marine vient de dire, moi, mon deuxième, il est né le 23 juillet 2008, c'est-à-dire en pleine moisson. Mais comme je ne voulais absolument pas rater cet événement, voilà, je me suis arrangé avec une entreprise qui m'a fait la moisson, mon père m'a aidé, etc. Donc, grosso modo, je gérais le matin en disant voilà quel champ il faut moissonner, etc. Et après, je partais à la maternité. Voilà, juste pour rebondir. Et un autre aspect, c'est par rapport aux loisirs et aux week-ends ou aux vacances. Euh, Bien souvent, on a la tête dans le guidon. Voilà, on gère les vacances en fonction de notre boulot, mais des fois, il faut savoir aussi faire des sacrifices, c'est-à-dire lever le pied et dire je vais passer une semaine ou 10 jours. Hein, il n'y a pas de honte à l'agriculteur et de passer des vacances et de pouvoir lâcher un peu, voilà, de lever le pied en disant au mois d'août, voilà, je vais remplir qu'au mois de septembre mes poulaillers parce que j'ai envie de passer 10 jours
avec ma famille tranquille, me reposer et puis repartir sur bon pied, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important que je voulais souligner. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je passe à la partie d'après? On enchaîne? Allez. Hop, hop, hop. Alors, la deuxième partie, c'était travailler ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose dont je voulais parler avec vous, c'était trouver sa place. Alors, notamment, on va parler dans un premier temps sur la famille. Ensuite, après, j'avais une question, on parlera bien entendu aussi de la relation avec les salariés. Alors, première chose, ce n'est pas parce que dans votre famille, vous vous entendez bien ou que dans votre couple, vous vous entendez bien que forcément, vous allez réussir ensemble. D'accord? Je ne dis pas que ça va mal se passer, je dis juste que ce n'est pas toujours le cas. Donc, un point important, c'est que travailler en famille, ça peut parfois être une évidence, Marine nous l'a dit tout à l'heure, et il y a aussi certaines réalités. Alors, on va prendre l'exemple déjà de la différence générationnelle. Un enfant qui s'installe avec un de ses parents ou avec son oncle, voilà. Alors, la première chose, souvent, ce qu'on entend de la part des jeunes, quand on les rencontre dans les installations, ou des anciens, oui, mais il ne veut pas travailler pareil, il ne comprend pas ce que je peux lui dire, il ne veut pas évoluer, etc. Effectivement, on a des méthodes de travail qui peuvent être différentes, liées à la mécanisation parfois, liées à l'évolution de l'agriculture aussi, à l'enseignement que vous pouvez recevoir. Deuxième point, la relation au temps est parfois différente. On est dans des générations où vous aimez bien aller un peu partout, aller très vite pour effectivement pouvoir vous libérer du temps sur d'autres choses qui soient aussi parfois professionnelles. Donc, effectivement, cette relation au temps liée à la génération n'est pas la même. Dernière chose, des méthodes de travail, des relations au temps différents et aussi un stade de la vie différente. Donc, quelqu'un qui va être proche de la soixantaine ne va pas avoir peut-être la même énergie, la même volonté d'évolution, d'accepter un changement majeur sur son exploitation qu'un jeune qui va avoir envie d'avoir toute sa carrière qui s'annonce devant lui, de proposer des choses, d'innover, d'avancer. Il existe aussi l'inverse, c'est-à-dire des parents qui attendent de leurs enfants une forte évolution de leur système et des enfants qui peuvent aussi, ou des jeunes, qui peuvent aussi plutôt être dans une volonté de stabilisation par rapport à cette pression extérieure qu'il peut y avoir sur l'exploitation. Donc, on a souvent des différences sur ces générations. Enfin, un point qui correspond aux besoins profonds de chacun, que j'ai indiqué dans la petite bulle aussi, c'est un point important. Le besoin profond, c'est vraiment ce qui va correspondre à votre besoin individuel, d'accord ? Un adulte, un parent, quel qu'il soit, un aîné, va avoir en fait comment vous l'expliquer, ce besoin de partager son savoir, son savoir-faire, de transmettre dans certains cas et de faire comprendre que lui-même a peut-être eu des échecs ou des réussites qu'il faudrait peut-être que le jeune comprenne. Et à travers ça, c'est aussi un besoin de transmission, mais aussi un besoin de protection de ces jeunes. À l'inverse, un jeune qui va arriver, on va avoir besoin de s'affranchir, de plus d'autonomie, de faire ses preuves, de montrer, de réussir seul. Et donc, en fait, ce besoin profond qui est un peu caché par chacun, même quand ça se passe très bien, on l'a quand même, on l'entend quand même et on le perçoit quand on vous reçoit un petit peu les parents et les enfants ou les aînés et les jeunes. Voilà. Donc, effectivement, dans les générations, on sait très bien qu'il peut y avoir des jeux humains qui se créent, qui soient volontaires ou involontaires. Je précise bien. Deuxième cas, ça ne peut pas avancer, voilà. Deuxième cas, travailler en couple. Un point fondamental qu'on dit au couple, pas de souci, attention, l'entreprise n'est pas le couple. Vous devenez des partenaires, des associés, des collaborateurs, et donc ne confondez pas, il ne faut pas qu'il y ait une confusion des enjeux. La confusion qui peut être des enjeux affectifs, des enjeux patrimoniaux, des enjeux juridiques par rapport aux enfants, etc. Donc, c'est très important, quand on va se travailler en couple, de définir et de réussir à séparer ces différents enjeux, qui vont être des enjeux professionnels ou des enjeux plutôt privés, et également de répondre aux besoins profonds de chacun, se réaliser dans un couple à travers des libertés qu'on peut s'accorder, à travers aussi un mode de fonctionnement dans le couple, ne peut être pas forcément la même chose que vos besoins de réalisation professionnelle, d'épanouissement, de répondre à un besoin de concrétisation économique ou technique ou de performance ou de connaissance. Voilà. Donc ça, en fait, quand on voit les gens qui vont travailler en couple, on leur demande pas comment va leur couple, mais on leur demande un petit peu comment ils travaillent, comment ils envisagent de travailler. D'accord ? Donc réussir à dissocier les choses.
Autre exemple, travailler en fratrie. On est des frères et sœurs, on s'entend très très bien, il n'y a pas de problème. On va réussir à travailler tous ensemble. Ou à l'inverse, c'est vrai qu'avec mon frère, il y a toujours eu un petit peu ces compétitions. La fratrie est souvent un lieu de compétition, qu'il soit une compétition consciente ou inconsciente. Et elle peut être entretenue parfois par le regard des parents ou des aînés, mais aussi, dans certains cas, aussi des conjoints, des conjointes. D'accord ? Ces compétitions, elles peuvent être très saines, hein, mais comme aussi, elles peuvent générer des problèmes. Alors, on se voit bien que dans les fratries, ces compétitions, elles sont plus ou moins marquées selon l'éducation que les gens ont reçue et selon la place dans la famille. Un aîné va avoir envie un petit peu, peut-être, involontairement, de prendre le leadership sur son cadet. D'accord ? Donc ça, en fait, il va falloir, on va le voir là tout de suite, un petit peu vous donner quelques conseils sur comment démêler un petit peu tout ça. Et puis après, vous pouvez très bien vous entendre quand vous êtes jeune et très bien travailler ensemble, mais au fur et à mesure de la vie, vous allez aussi créer votre propre vie, votre propre sphère familiale, et donc avoir aussi peut-être une autre vision de la vie, d'autres priorités qui sont mises. Et donc, ces évolutions peuvent aussi perturber ce travail au sein de la fratrie. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas s'installer en famille, loin de là. Je suis juste en train de vous dire que quand ça se passe très bien, il n'y a aucun souci, mais dès l'instant où, comme on est dans des mélanges de sphères, il y a un problème, qu'il soit d'ordre familial ou d'ordre professionnel, on se rend bien que c'est des deux côtés, les deux sphères qui morflent. D'accord ? Donc, il faut être vigilant. Comment être vigilant ? Je vous ai mis quelques conseils ici. La première chose, c'est réussir à se dire que la famille n'est pas l'entreprise, le couple n'est pas l'entreprise et la fratrie n'est pas l'entreprise. On met de côté toutes ces histoires-là. On met de côté, mais je ne suis pas en train de dire qu'on met un couvercle sur une cocotte qui est en ébullition. D'accord ? Ça veut dire que dès l'instant où vous pressentez, vous allez vous installer avec votre famille, qu'il y a quand même des problèmes, des divergences sur la manière dont vous voulez travailler, dont vous percevez les choses, et on va le voir après, d'autres critères. Je vous invite fortement à vous exprimer, à échanger. Mettez-vous autour de la table avec les personnes concernées et parfois même, on fait venir aussi le grand-père qui peut être plus lointain, plus sage, etc. Et de discuter, de traiter ces problèmes sans attendre. Ensuite, c'est une question que je pose souvent quand je reçois les jeunes qui veulent s'installer en société, par exemple, ou avec des salariés. Qu'est-ce que vous avez gagné à travailler ensemble ? Et au contraire, qu'est-ce que vous avez à y perdre ? Est-ce que vous êtes sur plutôt des avantages ou est-ce que finalement, ces inconvénients vont vous pénaliser ? Dans ce cas-là, vous allez essayer tous d'être très clairs sur les enjeux individuels que vous avez, mais aussi ces enjeux communs que vous allez trouver. Et si jamais, effectivement, vous constatez qu'il y a trop de divergences et pas assez de cohérence et de convergence, alors ce n'est pas grave, vous pouvez reporter votre création de société et trouver des solutions alternatives, vous installer seul, vous installer après quand il y aura un départ à la retraite et faire votre propre expérience. Si les conflits, on le verra après, ne sont pas réglés dès le début, ils reviendront de toute façon. Enfin, un dernier conseil, préparez les échecs. Ça se passe très bien, tant mieux, on vous le souhaite toute votre carrière. Par contre, c'est bien aussi dès le début de se dire, et si jamais on se sépare, que deviendra l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on a prévu ? Et si jamais aujourd'hui ma vie familiale fait que je n'ai plus envie de travailler avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Plus vous préparez ces échecs, vous anticipez ces sorties, ces ruptures, plus vous allez sécuriser votre exploitation tout au long de sa vie, elle aussi. Voilà sur ce point, travailler en famille. L'autre notion, je vous ai dit, c'est trouver sa place. Et j'insiste lourdement sur le terme « sa place », votre place. Il ne s'agit pas, quand vous allez vous installer ou que vous êtes aujourd'hui dans une société, pour certains qui peuvent suivre le webinaire, de vous dire « j'ai pris la place » ou « je prends la place qui m'a été laissée » ou qu'on souhaitait que je prenne. D'accord ? J'insiste toujours sur ce point, c'est que dès l'instant où un nouvel associé ou un nouveau salarié intègre une entreprise, on crée un nouveau groupe, on crée une nouvelle dynamique. Et donc, il va falloir redévelopper la notion de cohésion. Cette notion de cohésion, on va pouvoir la schématiser sous cette forme de cette petite pyramide, qui est vraiment le but ultime de la pyramide tout en haut. On va avoir le premier degré, qui va être un degré de connaissance et de confiance. Pour atteindre ce premier degré, on va vous demander de vous apprendre à vous connaître, à vous accepter et à savoir communiquer efficacement. On va donc prendre en compte l'individu, ce dont on a déjà parlé. Le deuxième degré, on va essayer d'atteindre une cohérence, c'est-à-dire de travailler à la dynamique de sens.
est-ce que vous avez tous la même volonté, la même vision et des objectifs communs? Autre niveau, la coopération. Comment maintenant qu'on est d'accord sur ce qu'on veut faire, on va réussir à le faire ensemble, à s'organiser? Quel fonctionnement on va définir à notre entreprise? C'est ce qu'on appelle la dynamique relationnelle. Quand on aura travaillé le premier stade de la connaissance, de la confiance, de la cohérence et de la coopération, alors il y aura une vraie cohésion dans une entreprise et vous aurez contribué à la place qui vous sera laissée sur l'entreprise. Parfois, les jeunes ou les agriculteurs arrivent avec nous en disant finalement, ça ne fonctionne pas, on a un problème sur la coopération. Mais quand on va faire des accompagnements en ressources humaines, on se rend compte que peut-être que c'est la connaissance. Il va falloir travailler sur vos modes de fonctionnement ou c'est juste qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus d'accord sur la même vision d'entreprise. N'hésitez pas à poser des questions, à préparer vos questions si je ne suis pas claire. Au-delà d'apprendre à être ensemble, il faut donc que vous compreniez qu'il faut aussi apprendre à travailler ensemble. Alors, travailler ensemble, ça va être, on vient de le voir, donc échanger sur la vision que vous avez de l'entreprise, de l'agriculture, des menaces, des opportunités qu'il y a autour de vos exploitations. Quelle utilité? À quoi sert notre entreprise? À quoi sert qu'on travaille ensemble? Associés, salariés, quels qu'ils soient, voisins, dans de l'entraîne, etc. Et quels sont les objectifs de chacun? L'autre niveau, c'est de discuter, on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que le travail? La notion de travail, on l'a vu, elle est propre à chacun. Et donc, au démarrage, on vous pose des questions peut-être très bêtes. Qu'est-ce que c'est qu'une journée de travail? À quelle heure ça commence? À quelle heure ça finit? Qu'est-ce qu'un week-end? Combien de jours c'est? À quelle heure ça commence? À quelle heure ça finit? Tout à l'heure, Marine parlait de certaines tâches qu'elle faisait le week-end. Est-ce que s'il y avait quelqu'un d'autre dans la société, il voyait ces tâches obligatoires à effectuer le week-end comme étant les mêmes? D'accord? Donc, il va falloir discuter de tout ça. Qu'est-ce que c'est que des congés? Combien de jours par semaine c'est? Parce qu'en fait, on a aussi des conflits qui apparaissent sur ce point-là. C'est-à-dire, oui, mais elle s'en va à 4h30 aller chercher ses enfants à l'école, alors que moi, je travaille encore jusqu'à 20h. Et donc, à un moment donné, je travaille plus qu'elle. Il a des mandats par-ci, par-là, etc. Il passe son temps en réunion. En attendant, c'est moi qui fais le travail sur l'exploitation. D'accord? Donc, c'est des phrases qu'on peut entendre, qui peuvent parfois très bien se passer, mais qui, des fois, génèrent quand même une petite tension. Donc, il va falloir en discuter. Pour être sûr, donc je vous ai dit, est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on parle de la même chose? Autre point, on va chercher une complémentarité quand on travaille ensemble. Quelles sont les compétences et les préférences de chacun? D'accord? Ça, c'est un point important, c'est que parfois, en fait, il faut laisser faire la personne qui sait bien le faire, même si vous aimeriez le faire aussi. Ou parce que vous avez envie de le faire, est-ce qu'à un moment donné, vous ne pouvez quand même pas le faire? Donc, toujours entre compétences et préférences, comment on travaille en synergie et d'une manière efficace tous ensemble. Et donc après, il va falloir travailler en coordination. Donc certains vont dire, nous, on va plutôt se spécialiser dans un atelier. Et dans ces cas-là, on va effectivement viser un gain de performance. Mais on va peut-être aussi en face vous dire, attention, si la personne qui s'occupe de l'atelier lait ou de la grande culture, il lui arrive quelque chose et n'est pas là, comment fonctionne l'entreprise? Donc, il y aura toujours une polyvalence qui va vous être demandée pour un gain de durabilité sur l'entreprise. Et puis ensuite, c'est aussi se coordonner, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on fait quand il y a des absences? Quand quelqu'un est en formation, en réunion, en congé, en maladie, comment on anticipe un petit peu tout ça? Plus c'est calé au début, plus ce sera facile pour votre vie d'entreprise. Et un point fondamental encore, accepter les méthodes différentes. Peut-être que votre associé, votre salarié, votre conjoint ne va pas travailler comme vous, de la même manière, mais qu'est-ce qui sera le plus important? Le résultat ou la manière dont il va le faire? Il n'y a pas de réponse, ça va dépendre de chaque situation, bien entendu. Et on pourra en discuter avec les intervenants. J'arrive donc à travailler ensemble à un dernier point, manager. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, bien entendu. Vous pourrez faire le choix d'accueillir, Alors, manager, j'inclus également les apprentis, les stagiaires, mais aussi les salariés saisonniers, temporaires ou des salariés à temps plein. Alors, premier point, c'est des compétences qui s'acquièrent. D'accord? Ce n'est pas inné. Je ne connais personne qui, de manière innée, sait manager. Alors, on a une facilité parfois dans son mode de fonctionnement, mais il y a quand même un petit peu des bases à apprendre. Alors, pour manager, déjà, c'est de savoir pourquoi on a cette personne-là sur l'exploitation, à quel besoin elle répond. Ses compétences, est-ce qu'elles sont en adéquation avec ce poste que vous avez défini et le poste, d'accord?
parfois, on a des salariés qui sont présents sur l'exploitation et en fait, il faut qu'ils fassent tout et en même temps rien. Et quand on demande au responsable, au chef d'exploitation, bon, bah, il s'en va, tu veux le remplacer, mais qu'est-ce que tu en attends? Bah, c'est là où c'est parfois difficile. D'accord? Les moutons à 5 pattes n'existent nulle part. Ensuite, bon, vous avez réussi à recruter ce salarié où il est présent sur l'exploitation parce qu'il était là avant, parce qu'il vient d'arriver. Hein. Vous savez pourquoi il est là et ce que vous attendez de lui. Eh bien, il faut quand même l'accueillir. Même si vous arrivez qu'il était en place ou que c'est quelqu'un de nouveau, on va accueillir et on va s'assurer, comme avec des associés tout à l'heure, d'avoir la même vision, de s'assurer que vous le faites adhérer à vos valeurs d'entreprise, à vos objectifs et lui donner sa place. Et ensuite, ça va être d'assurer votre rôle de leader. Un leader, ce n'est pas un gros mot. Un leader, c'est essentiel dans une entreprise. Le leader, hein, il va donner le cap, il va fédérer, il va communiquer. D'accord? Donc, c'est un petit peu tout ce que je vous ai mis ici. On va résumer sur la partie management, parce que je ne pouvais pas en parler non plus trop longtemps. On va parler, est-ce que le salarié va être en cohérence? Est-ce qu'il adhère bien aux valeurs et à la culture? Et est-ce que nous, on a pris en compte aussi son besoin de cohérence et ses valeurs? Comment je vais réussir à lui déléguer et à faire en sorte qu'il se coordonne bien avec moi ou avec d'autres salariés? Ensuite, manager, c'est réussir à motiver et à faire progresser. Ce salarié a aussi besoin de s'épanouir, de se réaliser professionnellement. Est-ce qu'il attend des nouvelles compétences? Est-ce qu'il attend de contribuer à l'évolution de votre entreprise sur des changements majeurs, d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique, par exemple, ou la création d'un nouvel atelier? Ou est-ce qu'il va avoir plutôt envie d'une progression financière? Ensuite, c'est comment je vais communiquer avec lui, on en verra dans la dernière partie. Et s'il y a des problèmes, comment je régule les relations. Et enfin, ces signes de reconnaissance, c'est aussi de lui montrer qu'il contribue fortement à votre entreprise. C'est un individu, un membre à part entière. Il vient en appui de votre travail et je pense que les témoignages pourront l'appuyer, notamment Ludovic, sur cette partie-là. Voilà, j'ai fini cette deuxième partie. J'espère qu'on est dans les temps. Je vous propose donc de passer au témoignage et de préparer vos questions. Marine, est-ce que dans cette partie, il y avait plusieurs points. Le premier point qui était justement travailler en famille. Comment ça s'est passé, toi, lors de ton installation? Est-ce que tu as fait le choix de t'installer ou pas avec tes parents et pourquoi avec ton conjoint? Et puis après, voilà, sur la partie peut-être communication, voir si tu as des choses que tu veux rajouter. Alors du coup, nous, à la base, on n'est pas installé. À la base, on est cotisants solidaires, donc on n'est pas exploitant agricole encore en 2015. On travaille chez le père de mon mari et chez mon père. Les vaches pâturent chez mes parents. L'été et l'hiver sont chez le père de mon conjoint. Et en fait, en 2017, se pose la question de vivre de cette activité. Et donc, là, on se demande qu'est-ce qu'on peut bien faire, en sachant que les exploitations familiales sont sur une zone très, très urbanisée, donc pour une part, et d'autre part, il se pose la question de travailler ou non, du coup, avec nos parents. Et donc, non. On a fait le choix de non. Parce qu'on ne s'imaginait pas travailler avec eux. En fait, ils ont des caractères qui leur sont propres. Et on a fait le choix de pas s'agrandir chez nos parents. Donc, en fait, on a cherché à s'installer ailleurs, mais pas trop loin, parce que du coup, on avait commencé déjà la vente directe, donc on voulait garder nos clients en vente directe en Seine-et-Marne. Et donc, on a trouvé l'exploitation du côté de Ferrières-en-Gâtinais, donc à 5 minutes de la Seine-et-Marne. Donc, ça nous va très bien comme ça. On ne travaille pas avec eux, pas avec nos parents, du coup. Mais on travaille ensemble, ensemble avec mon conjoint. Donc, c'était un choix, en fait, c'était une évidence dès le début. Et pour que ça se passe bien,
En fait, c'est la communication, il n'y a vraiment que ça, je pense. Il y a vraiment, c'est essentiel, essentiel, essentiel. C'est de parler des choses qu'on n'apprécie pas, que l'autre fait et que nous, ça ne nous convient pas, que quand il y en a un qui fait la tronche pour une raison X ou Y, bah, en fait, même si ça ne nous concerne pas directement, il faut en parler, quoi, parce que c'est insupportable en fait, de travailler avec quelqu'un qui fait la gueule. Et je pense que en fait, c'est vrai pour tout le monde, ça. C'est pas vrai que pour chez moi. Et d'en parler, en fait, ça fait du bien. Et on se dit, bon, bah voilà, aujourd'hui, ça va. Et il y a même des fois où ça va pas. Et il n'y a pas de raison particulière. C'est juste qu'on est dans une journée où ça va pas. Et puis voilà, et on le dit. Et on dit, bah voilà, aujourd'hui, ça va pas. Je suis pas bien. Mais bon, voilà, c'est comme ça va passer. Et ça fait toujours du bien d'en parler, de le dire. Et puis voilà. Donc, je pense que vraiment, la communication, c'est essentiel, vraiment essentiel, essentiel, surtout quand on est en société. Bon, quand on est tout seul, bah, c'est tout de suite plus compliqué, mais oui, enfin, nous, on accorde un point très important sur la communication. Il faut se parler, il faut se parler, il faut se parler, il faut se parler. Et du coup, Même pour rien se dire, on ne paye pas la salive, hein, c'est à peu près la seule chose qu'on ne paye pas, alors autant y aller. c'est une belle image, effectivement. Quand vous êtes installés ensemble, est-ce que vous avez pris le temps de discuter un petit peu justement de ce fonctionnement de ce qui sera votre sphère familiale et puis ce que vous attendez professionnellement de la réussite de l'exploitation? Je pense pas qu'on en ait parlé en tant que tel. C'est venu un peu comme une évidence. En fait, euh, on est assez complémentaires déjà, parce que du coup, Édouard a une formation, mon conjoint a une formation plutôt mécanique, matériel agricole. Moi, j'ai une formation production végétale et en fait, on est assez complémentaires. Euh, on n'a pas parlé plus que ça de l'organisation du travail. En fait, ça s'est fait, c'est venu comme ça et en fait, on était d'accord. C'est venu naturellement en fait. Et il y a des, oui, tout à l'heure, donc tu parlais des investissements extérieurs. Donc en fait, nous, on est assez, voire très investis aux jeunes agriculteurs du Loiret. Et ça, c'est une raison de conflit, ça, sur notre exploitation. Parce que du coup, Edouard, il est secrétaire général du département du Loiret. Et du coup, des jeunes agriculteurs du Loiret. Et en fait, bah, il a plus de réunions et il est moins là. Euh, donc ça a bon de m'agacer un peu. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi aussi, j'ai pris des responsabilités aux jeunes agriculteurs. Et j'ai dit, bah, comme ça, on pourra partager. Une fois, ce sera toi, une fois, ce sera moi. Donc voilà, on fait comme ça. Et ça va. Très bien. Oui, c'est ça, hein. On est en fait dans le besoin hein, dans une société, quel qu'il soit, hein, y compris, enfin, j'insiste là en tant qu'associé, mais aussi en tant que salarié, hein, n'importe qui, vous avez besoin de vous réaliser aussi individuellement, hein, de ne pas être oublié aussi dans ce besoin-là, et donc d'avoir aussi envie de faire partie du réseau JA, d'avoir aussi ces mandats extérieurs, c'est aussi important et de pouvoir le faire. Merci Marine. Ludovic, est-ce que tu veux... Mon mari m'entend, alors j'espère que je dis pas trop de bêtises parce que. Bon, il n'y a pas tellement de gens qui écoutent, ça va. Je n'ai pas entendu hurler, ça va. Ludovic, est-ce que tu veux rebondir sur cette partie? Oui, alors moi je me suis installé donc en 2001, j'ai déjà dit, mais derrière mon père. Donc j'ai repris l'exploitation familiale. Et il se trouve que mon père prenait sa retraite au moment où je me suis installé. Donc lui, il avait 60 ans, moi j'en avais 27. Donc effectivement, il y a, alors, je ne parlerai pas de conflit générationnel, mais en tout cas, il y a une vision différente de son métier, hein. Bon, lui, il a fait évoluer sa ferme. Maintenant,
c'était à moi de la faire évoluer à mon image et comment, avec ma vision. Et souvent, quand on est jeune, on est un peu fougueux, on a plein d'idées en tête, on a plein de projets, etc. Et la relation père-fils, ce qui était bien, c'est que mon père s'est retiré, mais il était toujours présent pour des fois, calme-toi, vas-y mollo, ou voilà. Ça n'empêche pas quelques coups de gueule de temps en temps, hein, voilà, c'est normal, et c'est presque sain, quoi. Ça veut dire aussi qu'on communique, hein, ça veut dire que, voilà, donc souvent mon père, bah, et lui, il n'a qu'une envie, c'était que je ne me plante pas, et moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire ma propre expérience, quitte à me planter, mais voilà, que le risque soit mesuré, et je dirais que le rôle de l'entourage familial, mais en tout cas de mon père en l'occurrence, c'était aussi de me laisser faire. Et puis quand j'allais un peu trop loin dans les prises de risque, c'était un peu de me freiner. Voilà. Donc ça, c'était une relation, je dirais, de bonne entente. Et voilà, il m'a toujours dit, écoute, moi, je veux plus monter sur un tracteur, je suis fatigué, j'en ai marre. Mais par contre, je serai toujours là sur la partie volaille parce que ça m'intéresse. Et puis, pour t'accompagner, parce que à ce moment-là, j'ai construit aussi un bâtiment et le deuxième 2 ans après. Donc forcément, en termes de structure et d'organisation de travail, la ferme évoluait au même moment où je me suis installé. Donc c'était aussi important que lui soit là pour partager mes décisions et pour que, voilà, moi j'avais besoin aussi d'être réconforté dans ma prise de décision à travers son expérience. Donc ça, c'est le premier point. Et sur cet aspect-là, j'irais aussi, quand on reprend une exploitation familiale, on reprend également un patrimoine familial. Et il se trouve que j'ai 3 sœurs et que la communication avec 3 sœurs qui ne travaillent pas du tout dans le milieu agricole et qui ne sont même pas qui sont plus dans la région du Lorrain en tout cas, qui sont assez éloignées. Mais c'est important aussi de parler de ce qui se passe sur l'exploitation parce que c'est aussi un bien familial. Il y aura une succession, enfin voilà, il y aura ceci. Et j'ai repris aussi la maison familiale. Donc il faut aussi que tout ça soit fait en bonne intelligence et qu'on puisse communiquer parce que ça évite aussi des conflits familiaux par la suite, qu'on ne voit pas venir au moment, mais dans 15, 20, 30 ans, il peut y avoir certains griefs vis-à-vis de ses frères et sœurs. Et ça, c'est important aussi de pouvoir l'appréhender et de pouvoir communiquer dès le départ, ce que disait Agathe, hein, il faut vraiment prévoir aussi l'après, c'est-à-dire la sortie et puis donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je n'avais pas précisé tout à l'heure, c'est que je travaille aussi en entraide, donc avec un voisin. Et cette personne, il se trouve que c'était l'apprenti de mon père, donc il travaille sur l'exploitation depuis l'âge de 16 ans et il en a 56. Vous voyez, donc il arrive à être proche de la retraite. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement l'exploitation et sur quelqu'un que je me suis appuyé aussi quand je me suis installé parce que voilà, il connaissait un peu comment fonctionnait l'exploitation, la qualité des terres, etc., etc. Et moi qui voulais développer aussi l'élevage, dès le départ, on s'est mis d'accord. J'ai dit, bah, toi, tu vas partir sur la partie végétale et moi, je vais être plutôt sur la partie animale. Même si dans des périodes de grosses périodes de travaux, que ce soit animal ou végétal, on se retrouvait sur les chantiers. Bon, la situation, elle a un peu évolué dans le sens où moi, je trouve qu'on communique de moins en moins. Je me suis aperçu ces derniers temps qu'on travaillait un peu chacun de notre côté, mais rarement ensemble. Bon, il se trouve qu'il est un peu fatigué aussi physiquement, hein, donc il est en train de lever le pied, ce qui me pose aussi un problème en termes d'organisation de temps de travail et de recherche de salariés. Voilà. Il se trouve que j'ai aussi, j'ai dû embaucher 5-6 apprentis depuis que je me suis installé. Et pourquoi j'ai embauché des apprentis? Parce que je considère aussi que quand on est jeune, on m'a laissé comment dire, faire notre propre expérience sur d'autres exploitations. Hein. J'ai fait d'autres expériences dans d'autres exploitations. On m'a laissé cette chance. Donc, c'est aussi à moi de transmettre aux jeunes mon expérience et de leur mettre le pied à l'étrier. Donc, j'ai choisi de
partir vers l'apprentissage. Et c'est très enrichissant parce que voilà, les jeunes nous apportent aussi beaucoup de choses. Alors, on n'est pas forcément formés, nous, en tant qu'exploitants agricoles, à accueillir des apprentis, ou en tout cas de manager. Le terme management, c'est quelque chose de nouveau quoi, pour nous, hein, qu'on a du mal à appréhender. Mais bon, ça, en général, ça se passe bien. Et ce que je recherche chez eux, la première chose que je leur dis, c'est moi, j'attends de vous des prises d'initiative. Dans le sens où je ne serai pas toujours là. Moi aussi, j'ai des réunions à l'extérieur, hein, extra-professionnelles, et je vous donne un travail à faire, mais s'il y a autre chose à faire ou si vous voyez que vous pouvez faire ça différemment, il n'y a pas de souci. Vous prenez l'initiative. Après, mon boulot, c'est de vous dire si c'est une bonne initiative ou si c'est une mauvaise initiative et de dire et d'expliquer pourquoi. Et bien souvent, les jeunes que j'ai accueillis, ils avaient de bonnes idées que j'ai repris derrière. Et voilà. Et donc, bon, moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, d'autres personnes voient différemment, mais je trouve ça important de laisser aux jeunes voilà, c'est votre exploitation. Vous faites partie intégrante de l'organisation, vous faites partie de l'organigramme, vous avez des responsabilités de fait. Voilà. C'est important de. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Ça, quand on a préparé cet échange, Ludovic, tu m'as bien parlé qu'effectivement, pour les nouvelles générations, ce que vous attendiez de ces salariés sur l'exploitation, c'est des vrais bras droits, c'est d'être aussi, peut-être que tu peux réenchérir sur ça et réexpliquer avec tes propres mots ce que tu m'avais dit. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a… avant, on cherchait des ouvriers agricoles. Maintenant, on recherche des salariés agricoles. Et je dirais même au-delà de ça, on recherche des bras droits, quoi. Des bras droits. Parce qu'effectivement, on passe de moins en moins de temps sur nos tracteurs, mais de plus en plus de temps à gérer l'administratif, à aller chercher des projets. Voilà, c'est une exploitation agricole, c'est une entreprise. Et comme tu l'as dit en préambule, on est multicasquette. Et la multicasquette, à un moment donné, on ne peut pas tout gérer. Donc, effectivement, pour moi, le profil du salarié agricole, ça va être quelqu'un qui va vraiment être le bras droit de l'exploitant, c'est-à-dire en cas d'absence, en cas de… voilà, le week-end, tiens, je te donne les clés du camion et puis tu me pilotes ça. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est… Le profil du salarié, du futur salarié agricole, c'est un vrai bras droit, quoi. C'est un directeur adjoint, quoi. Voilà. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, préparez-les après, si vous êtes timide, il n'y a pas de souci. On va continuer alors. Alors, justement, communication, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. On a vu qu'il était important de communiquer pour essayer de trouver un équilibre, vie privée, vie professionnelle. Communiquer pour trouver sa place ou donner la place à quelqu'un. Et puis, donc, communiquer pourquoi. Donc, c'est ce que je viens de dire, c'est s'assurer de conserver de la cohérence et de la coopération sur une entreprise. Communiquer aussi, c'est pour prendre des décisions sans prise de décision. Et une prise de décision, je ne vous ai pas mis l'explication, mais c'est plus complexe que ce qu'on pense. C'est aussi jusqu'à l'application de la décision. Comment faire circuler l'information, comment planifier, organiser, et aussi un peu de convivialité quand même. Alors maintenant, quand communiquer? En fait, dès que vous pouvez et dès que c'est nécessaire, c'est-à-dire tout le temps. Un point important, une citation que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui ne se dit pas s'imprime. C'est-à-dire que tout ce que vous allez garder en vous,
qui soit de la satisfaction ou de l'insatisfaction, elle va ressurgir à un autre moment. Donc, plus vous allez réussir à communiquer régulièrement, exprimer, y compris vos désaccords ou vos reproches, ça sera toujours ça de gagner sur un potentiel conflit. Alors, on communique en interne ou en externe. On communique aussi avec ses partenaires. Quand je vous dis ça, ce n'est pas qu'avec vos salariés ou avec vos associés, c'est aussi pouvoir exprimer à son partenaire que vous êtes d'accord ou pas d'accord. D'accord ? D'exprimer, de ne pas dire au partenaire, au conseiller bancaire à la fin de l'année qu'en fait vous quittez de banque parce que vous en avez ras-le-bol. Il va falloir peut-être aussi en parler au fur et à mesure. Alors, si on se reconcentre quand même un peu plus sur la communication au sein de l'entreprise agricole, il y a différents moments pour communiquer. Il y a soit effectivement la petite communication parce que j'ai oublié de te dire une info qui est sans grande importance, on va s'appeler, on va s'envoyer un message, alors on peut le voir par WhatsApp, par téléphone, etc. Il y a aussi le message qui nécessite une trace écrite pour passer une commande, pour passer une organisation, pour noter un message de telle vache à ne pas traire, par exemple. On a ces fameux tableaux qui sont aussi importants dans les exploitations. Ensuite, donc, il y a ces réunions, ces petits messages qu'on peut communiquer comme ça sans forcément se croiser. Et puis, il y a ce temps de réunion. Alors, cet échange qui peut être quotidien, le matin, on prend le café ensemble, ou pendant que je suis en train de travailler, le salarié me rejoint et puis on échange sur ce qu'il y a à faire. Il y a aussi ces réunions hebdomadaires. Une fois par semaine, on planifie ce qu'on va avoir à faire dans la semaine. Les réunions, je serai là, je ne serai pas là, ça faudrait faire ci, etc. On discute des priorités, de l'organisation. Si possible, on ne le fait pas à table avec les enfants. Et puis, donc ces échanges quotidiens, ces réunions hebdomadaires. On a aussi parfois un point mensuel où on va parler de ce qui est quand même un peu plus large, des décisions un peu plus importantes. Là, il faut vraiment investir dans cette petite pièce à changer, etc. Et puis, à l'année, une assemblée générale dans le cas des sociétés. Alors, je vous ai dit, il y a des outils, des tableaux, les cahiers de réunion. Quand on se réunit et qu'on a pris une décision, gardons une trace écrite, par exemple, le WhatsApp et les appels. Selon le message que vous avez à faire passer, on n'utilisera pas le même moyen de communication, mais aussi le même moment pour communiquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la communication, on parle de communication quand on a un message, un récepteur et un émetteur. Et donc, chacun, on l'a vu tout à l'heure, a son propre mode de fonctionnement. Et la communication met en place des biais. Si par exemple, vous voyez cette photo à gauche, certains verront un canard, d'autres verront un lapin. Quelle est la vraie image ? La question n'est pas là. Alors oui, là, vous êtes tous en train de chercher et le lapin et le canard. Mais il y a d'autres photos qui permettent d'illustrer ça. Finalement, c'est de la même image que vous regardez, mais vous voyez des choses différentes. Et ce n'est pas ceux qui voient le canard qui ont raison, ni ceux qui voient le lapin qui ont raison. Première chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre vision va passer à travers notre propre prisme, qui va être un prisme qui va inclure, par exemple, nos sens, notre âge, qui va aussi prendre en compte notre vécu, notre éducation, notre culture, notre religion, et puis aussi prendre en compte, on l'a vu tout à l'heure, aussi nos modes de fonctionnement. Je vous le fais en très résumé, ce prisme de perception. Et puis en plus, donc, au-delà de passer à travers nos prismes, de savoir qu'on a d'une même chose des réalités, que l'on pense être une réalité différente, la difficulté va être de trouver comment faire en sorte de partager nos visions et de s'assurer qu'on communique bien sur la même chose. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'en plus dans la communication, vous connaissez peut-être cet outil, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir de la communication. Il y a plusieurs étapes. Entre l'émetteur qui va dire quelque chose, entre ce qu'il va vouloir dire et ce qu'il va dire, on a déjà 20% de perte d'information. Entre ensuite ce que mon récepteur va entendre, on a encore de la perte d'information. Entre ce qu'il doit comprendre, ce qu'il va réellement comprendre, ce qu'il en retient et ce qu'il va mettre en application, on se rend compte qu'on passe d'un message de 100% d'information à plus que 10% d'informations qui restent. Donc en fait, entre ces prismes de perception et cet entonnoir de communication, si on ne communique pas correctement, on est sûr de ne pas se comprendre. Alors, comment bien communiquer ? Ça peut faire l'objet de plusieurs journées de formation, donc des grands points importants. La première chose, c'est ce qu'on va appeler la congruence ou la synchronisation. Vous devez vous adapter à votre interlocuteur. Chacun a son mode de fonctionnement, il va aimer qu'on lui parle de telle ou telle manière, il va plutôt retenir les détails ou plutôt le sens général de votre commande, il va plutôt aimer que vous lui parliez franchement ou avec un petit peu de douceur en enrobant un peu les choses.
Quel va être son prisme de perception? Est-ce qu'il a son mode de fonctionnement le même que moi aussi dans la perception des choses? Et son état émotionnel. Aujourd'hui, il est venu, il n'avait pas l'air de bonne humeur. C'est peut-être pas le moment pour que je vienne un peu plus l'agacer en lui passant un message. D'accord? Donc, on prend en compte un petit peu tout ça et on essaie de s'adapter. Quand on vous forme à la communication, on vous dit que c'est les deux parties, l'émetteur et le récepteur, alors mes doigts disparaissent à l'écran, qui vont devoir se retrouver et faire chemin commun. D'accord? Ce n'est pas à votre interlocuteur de s'adapter totalement à vous. La deuxième chose qu'on a vu, c'est s'assurer d'être écouté. Je vous l'ai dit, choisir le bon moment et le bon vecteur de communication. N'envoyez pas un message un petit peu cassant par texto ou alors un message où du coup le sens n'est pas très bien compris. Donc, vous allez devoir formuler un message clair et explicite. Pour ça, il y a des outils de communication non violente pour formuler ses propos. Un outil qu'on utilise souvent, c'est par exemple, on décrit. J'ai constaté que ce matin, tu n'étais pas présent à l'heure. J'exprime ce que je ressens. Effectivement, moi, du coup, ça a fait que ça m'a mis un petit peu en colère parce que je suis partie en retard à la réunion. Et ensuite, on va, ce qu'on voit après, échanger avec l'interlocuteur, essayer de trouver des solutions communes. Et donc, parler tout seul sans que l'autre ne réponde, ça n'a pas de sens. Donc, dans la communication, il faut aussi accepter que l'interlocuteur en face va réagir et faire un retour positif ou négatif, ou réagir avec ses propres émotions qu'il va aussi falloir accueillir, etc. Dans tous les cas, quand on communique, on se dit bien, j'ai compris ce que tu m'as dit, je répète ce que j'ai entendu, est-ce que c'est bien ce que tu veux que je fasse? Ou est-ce que c'est bien la décision qu'on prend ensemble à ce moment-là? D'accord? Et quand on a mis en place quelque chose, un réajustement aussi, on essaie de se dire, à la prochaine réunion, lundi prochain, on rediscutera si ça a fonctionné, ce qu'on a mis en place. Voilà. Alors, je vous balance plein d'informations, c'est un peu rapide, un peu dur, mais voilà, vous pourrez y revenir, bien entendu, ou aller creuser ce point-là si vous le souhaitez. Je crois qu'il y avait une question qui m'avait été remontée par un des établissements, c'était « et le conflit, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et c'est un point qui revient souvent quand on discute avec des agriculteurs. Alors, le conflit. Le conflit, il arrive souvent quand on a un phénomène de cascade, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs points qui n'ont pas fonctionné, on a essayé de se parler, on n'a pas réussi à se parler, et donc on arrive à un moment à un conflit qui est quand même un désaccord majeur. Donc il y a plusieurs nuances, on n'est pas tout de suite dans le conflit, bien entendu. Je dis souvent qu'il y a 4 grands facteurs par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer avant. Il se peut déjà que vous soyez en conflit parce qu'en fait, vous ne vous comprenez pas, vous ne voyez pas le même sens des choses. Aussi parce que l'autre n'a peut-être pas toutes les informations, en fait. Ou parce que ça ne répond pas à votre même besoin. Alors, on a des besoins, tout à l'heure, on parlait des besoins de réalisation, d'épanouissement, mais on a aussi des besoins de sécurité pour certains, des besoins un des besoins aussi, c'est de la sécurité, ou un besoin de contact, il y a des besoins très différents les uns et les autres. Ou aussi parce qu'on tout simplement, on ne se comprend pas, même si on est d'accord, il y a un moment où ça ne marche pas. Alors, le conflit, on a 4 grands types de conflits. Généralement, on va essayer d'identifier quand nous, on intervient dans un conflit auprès des exploitations agricoles, de savoir dans quel type de conflit on est. Est-ce qu'on est dans un conflit de procédure? C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord sur le comment vous devez le faire. Auquel cas, on va travailler avec vous de la méthode dont chacun voudrait que ça se passe et d'essayer de trouver peut-être une méthode qui soit un consensus pour les deux. La deuxième chose, ça peut être un conflit de statut. On n'est pas d'accord sur qui est le responsable, à cause de qui ça s'est passé ou qui doit le faire, qui a la responsabilité. Dans ces cas-là, on va discuter de la place, du rôle de chacun. Est-ce que des choses avaient été écrites dans un règlement intérieur et quelle incidence ça a, cette responsabilité. Un autre conflit, c'est le conflit de tâches. On n'est pas d'accord sur ce qui doit être fait, sur la décision en fait qui est prise, etc. Là, on va retravailler le sens avec vous. On va retravailler sur les gains, sur les pertes aussi que ça peut engendrer, etc. D'accord ? Et enfin, un conflit de relation, en fait, on ne s'entend juste plus avec les autres, on n'a plus le même mode de fonctionnement. Généralement, quand on arrive là, soit on apprend on essaie de vous accompagner pour mieux vous comprendre comment vous fonctionnez, soit généralement, on vous dit qu'à un moment donné, quand on n'est pas compatible, il faut savoir se séparer. Alors, dans un conflit, il faut le désamorcer au plus vite par de la communication non violente. Il faut communiquer dans tous les cas, exprimer ce qu'on peut ressentir, mettre l'accent, ça c'est le conseil majeur, mettre l'accent sur les problèmes et pas sur les personnes. Et enfin, si vous n'y arrivez pas, se faire accompagner, il existe des conciliateurs, des médiateurs, aussi des conseillers en ressources humaines. Ce conflit, il peut intervenir dans votre sphère familiale, dans votre sphère privée, mais aussi dans votre sphère professionnelle, avec vos associés, vos salariés, mais également vos partenaires.
on reboucle la boucle. Sur cette partie de communication, je me devais d'être un peu rapide parce que je pourrais vous en parler des heures. Je vais voir si du coup il y a des Ludovic ou Marine qui vous voulez réagir sur cette partie-là. Je crois que Ludovic, on avait abordé certaines choses ensemble dans la préparation. Je vais tout de suite rebondir sur l'aspect conflit. Il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois, avec la personne qui je travaille au quotidien, je ne l'ai pas vu venir. Un matin, il était enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il m'a engueulé, mais vraiment, vraiment, vraiment engueulé. Et du coup, voilà, et là, tout est ressorti de ce qu'il ressentait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, où voilà, tout est ressorti là. Au début, je n'ai pas compris pourquoi il me faisait tous ces reproches. Et après, bon, après le recul, j'ai compris. Et en fait, je me suis aperçu qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on ne communiquait plus, on travaillait un peu chacun de son côté, chacun sur son atelier. Voilà, le matin, on dit, bah, tiens, j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et puis ça restait là, quoi, ça restait là. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, midi, on est parti chacun manger de son côté, et l'après-midi, on s'est posé, et là, on en a parlé clairement, voilà, on a refait le point sur certaines choses qui n'allaient pas, etc., etc. Mais ça, le conflit, je dirais que ça fait partie intégrante d'une relation d'entreprise alors là, c'est pas salarié et exploitant, là, pour le coup, c'est deux exploitants qui travaillent ensemble parce qu'on a du matériel aussi en commun, donc tout ça. Et en fait, on s'est tout simplement aperçu qu'on ne se parlait plus. C'est pas parce qu'on s'aimait pas, hein, c'est pas parce que les choses allaient mal entre nous, c'est que voilà, chacun vivait de son côté. Et, bon, voilà. Et donc, du coup, ça amène forcément à des incompréhensions, de mésinformations, des mauvaises interprétations de chacun. Et ça amène au conflit. Donc, voilà, mais ce n'est pas quelque chose de dramatique si les choses sont abordées dès le départ et très vite, comme tu dis, Agathe. Dès l'après-midi, on en a reparlé calmement et chacun a vidé son sac de façon très calme et voilà, il s'est reparti sur des bases un peu plus saines. Voilà. Ensuite, sur la partie communication. Vas-y, pardon. Hein? Vas-y, pardon. Non, je ne sais plus ce que je voulais. Peut-être parler de l'importance quand je parlais des modes de fonctionnement, peut-être le recul que tu as sur l'analyse MBTI qu'on avait pu faire il y a quelques années, sur comment s'apprendre moi aussi, j'arrive plus à parler, comment se comprendre soi-même pour mieux communiquer aussi. Voilà, oui, oui, oui. Il se trouve qu'on a fait une formation au sein de l'ADA, hein, qui est une association des aviculteurs du Loiret, où on a fait cette formation sur comment gérer un groupe. Et pour gérer un groupe, il faut déjà se connaître soi-même, parce qu'un groupe, c'est des personnes qui se mettent autour d'une table, qui ont un projet commun, mais pour le mener à bien, il faut savoir écouter les autres. Et pour écouter les autres, il faut aussi comprendre comment chacun fonctionne, et y compris soi-même. Et ça, c'était une formation super intéressante qui a créé une dynamique de groupe, forcément. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut transposer facilement sur nos exploitations. Parce que, bon, qu'on soit exploitant seul, en couple comme Marine ou en entraide comme moi, mais ça n'empêche qu'on a aussi des voisins avec qui on a peut-être des intérêts communs à travailler. Hein. Ma moisson, c'est mon voisin qui l'a fait. Hein, qui l'a fait. Et puis, moi, j'apporte un tracteur, un gars qui va dessus. Enfin, bref, il y a un chantier commun. Donc, on peut très bien facilement transposer ça sur nos exploitations. Et voilà, avec les voisins, avec les différentes parties qui entourent un exploitant agricole. Parce qu'on a l'impression d'être seul sur les exploitations, mais non, en fait, c'est pas vrai, on n'est pas seul.
c'est très facile de s'isoler, c'est un peu plus compliqué de bien s'entourer, mais effectivement, on n'est pas seul et il faut aller chercher l'information, que ce soit chez les voisins, que ce soit dans les OPA, la Chambre d'agriculture, les banques, etc. Et tout ça, voilà, ça fait partie de la communication et de la relation humaine qui gravite autour d'une exploitation agricole. Merci Ludovic. Marine, est-ce que tu veux réagir sur cette partie communication ou plus largement aussi exprimer l'importance que tu accordes en conclusion un peu aux relations humaines dans les entreprises? Concernant la communication, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour moi un point essentiel sur l'exploitation. Concernant les relations humaines, alors je ne sais pas si je suis bien placée pour en parler, puisqu'en fait, j'ai beaucoup de mal moi, c'est le management, je ne sais pas faire. Je suis nulle, mais nulle. On a essayé, hein, alors il faut peut-être que je fasse une formation. Il me manque sûrement ça. Parce que même des stagiaires, enfin, j'ai vraiment du mal. En fait, je sais que ça vient de moi parce que de toute façon, le problème, c'est que je n'accepte pas que l'on travaille autrement que comme moi je le fais. C'est un gros problème, hein, et j'en suis consciente. Hein. C'est déjà un bon point. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Moi, les prises d'initiative, ça me fait peur parce qu'en fait, j'ai peur qu'on travaille mieux que moi. J'ai peur que la personne qui prend une initiative sur mon exploitation ait un meilleur résultat que le mien. Et ça c'est pas possible. Non, j'accepte pas. Et c'est dommage, hein, parce que sûrement, ça serait sûrement bénéfique. Et en plus, si le résultat est meilleur, il faudrait que du coup, je me dise, bah tiens, c'est mieux, donc on va peut-être changer de méthode. Mais j'ai vraiment, vraiment du mal avec ça. Alors, par contre, avec mon conjoint, il n'y a pas de souci, il fait ce qu'il veut. Et si c'est mieux que moi, bah, tant mieux. Mais vraiment, une personne extérieure à l'exploitation, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est très bien de l'exprimer, que tout le monde voit que ce n'est pas si simple que ça et qu'effectivement, ça s'apprend. Et ça renvoie aussi à la notion de place qu'on donne en fait à chacun. C'est du coup, quelle est la place d'un salarié pour toi? Quel regard? Qu'est-ce que tu en attends? Ça correspond un peu à toutes les questions qu'on a pu évoquer là au cours de ce webinaire. Donc, merci pour ce retour. Pas de rien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, Marine, tu veux conclure sur un peu justement sur ce webinaire, l'importance du RH et de cette thématique? Juste, Agathe, oui. Il y a un aspect aussi qu'on n'a pas forcément abordé, c'est sur les moyens de communication. Et en fait, je me perçois que quand je prends un stagiaire ou un apprenti, les moyens de communication ne sont pas tout à fait les mêmes que les miens. C'est vrai qu'ils sont très messagerie, etc. Que moi, je suis plutôt vocal, quoi, ou le coup de téléphone. Mon dernier apprenti, il m'a envoyé un message en disant tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Moi, je répondais, je le rappelais, quoi. Je le rappelais parce que je préférais l'avoir au téléphone, que ça soit plus clair, que les messages soient bien transmis. Et voilà. Et ce que je veux dire, parce qu'on a quand même pas mal de jeunes aujourd'hui, c'est qu'il faut pas se cantonner qu'à un seul mode de communication. Parce que à un moment donné, le WhatsApp, la messagerie ne remplace pas le physique, ne remplace pas le contact visuel. Des fois, ça passe. Il y a le message qu'on veut faire passer, mais le message, il passe aussi par le gestuel, par le regard, par des choses comme ça. Et voilà, la messagerie ne fera pas tout. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Effectivement. Merci. Marine, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant que j'entame ma conclusion, du coup, pour respecter les horaires? Du coup, je voulais dire quand même que ce sujet est essentiel, je pense, sur les exploitations agricoles. Donc, on en a parlé avec la responsable d'installation au niveau de la chambre. Et elle m'a confirmé que pour elle, 60% des échecs sont dus
les échecs en termes d'installation ou en termes de dissolution d'exploitation sont dus à l'humain. En fait, on parle beaucoup du côté financier, du côté économique, du côté technique. Et en fait, c'est vrai que ce webinaire a mis en lumière que finalement, on ne parlait pas vraiment de l'humain dans l'exploitation agricole. Et je pense que c'est un point mais essentiel et c'est, je pense, le point principal pour lequel il y a des échecs dans les exploitations agricoles. Ou des réussites. Ou des réussites. Des réussites. Il y a plus de réussites que d'échecs, j'espère quand même. Mais oui, n'hésitez pas. Parlez-vous, parlez avec vos associés, parlez avec vos salariés. C'est Merci essentiel. Marine. Ludovic, est-ce que tu veux dire un dernier mot aussi? Oui, Marine a bien résumé la situation. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, la relation humaine dans l'exploitation, il y a 20 ans, on n'en parlait absolument pas. Aujourd'hui, force est de constater avec l'expérience qu'elle est essentielle à la construction d'une entreprise, essentielle à son construction aussi de soi en tant qu'homme, parce que les relations humaines, c'est aussi l'enrichissement de l'autre. Il se trouve que j'étais aussi au JA, des responsabilités départementales et régionales, et j'étais amené à aller voir d'autres exploitants dans l'Indre-et-Loire. Voilà, j'étais un peu au national et discuter avec des agriculteurs du PACA ou du Sud ou du Sud-Ouest. C'est super enrichissant, alors que ce n'est pas du tout le même modèle agricole qu'on connaît ici dans notre région. Mais pour un enrichissement personnel, c'est extraordinaire. Et voilà, et c'est quelque chose qui est pas bien appréhendé, mais qui est essentiel à notre équilibre en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'homme, tout simplement, ou femme, excusez-moi. Merci Ludovic. J'en arrive donc à la conclusion et puis on va être dans les temps. Préparez vos dernières questions si vous en avez. Il n'y a pas de souci, on ne va pas vous raccrocher tout de suite. Alors en conclusion, oui, il y a cette fameuse phrase, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors travailler avec d'autres sur une exploitation agricole, c'est se préparer peut-être à des difficultés, mais aussi à de belles réussites. Retenez bien ces 3 termes, cohérence, coopération, communication. Ensuite, je vous invite vraiment à vous poser des bonnes questions. Quand vous avez un projet agricole, quel qu'il soit et quel que soit votre âge, ne vous posez pas sans cesse la question de comment je vais le faire. Posez-vous la question de pourquoi. Pourquoi je veux m'associer à plusieurs? Pourquoi j'embauche quelqu'un? Pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas? Et pourquoi je ressens aujourd'hui peut-être une volonté d'évolution? D'accord? Donc ce pourquoi, ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Ensuite, maintenant, dans le parcours d'installation, les RH, vous le voyez, arrivent progressivement. Depuis 2022, une journée de formation est même proposée à toutes les personnes qui sont dans le parcours d'installation, dans le cadre d'un parcours qu'on appelle CertiCréa. Cette journée, il y a déjà une première journée qui a eu lieu avec des très bons retours et donc elle sera reconduite. Si vous n'êtes pas dans un parcours d'installation, dans tous les cas, le réseau de conseils agricoles dispose de nombreux appuis en ressources humaines. On parlait que ce soit sur de l'embauche, que ce soit également sur des problèmes de conflits, sur de charges de travail. Voilà, il y a plein d'outils qui existent. Ne restez pas seul. Et puis, voilà, comme il vient d'être dit par Ludovic et puis par Marine, considérez surtout que les problèmes humains sont aussi importants que le reste. On arrive donc à la fin de ce webinaire. Je voulais remercier l'ensemble des établissements scolaires et puis des participants. Remercier aussi fortement Ludovic et Marine qui ont passé beaucoup de temps avec moi au téléphone et aussi face à nous aujourd'hui. Ce que vous avez dit était très précieux. Donc, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Vous avez ici mes coordonnées si vous souhaitez me joindre. Vous pouvez aussi vous tourner vers d'autres organismes. Si vous souhaitez approfondir les questions, on se tient à votre disposition pour d'autres événements éventuellement. Et puis enfin, un dernier point, je vous rappelle donc qu'on est dans le cadre de la Semaine des métiers des agricultures en Centre Val-de-Loire. Vous avez ici l'adresse mail. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez plein d'autres sujets, des présentations de filières qui vous sont proposées au cours de cette semaine, certains replays que vous pourrez faire aussi après, donc profitez-en. En espérant donc que ce webinaire de sensibilisation a répondu à vos attentes.
et en espérant vous voir dans le monde agricole prochainement.